Après une relation toxique, déjà, il faut accepter que c'est pas de notre faute. Enfin, je prends ça avec des pincettes parce qu'il y a des choses qu'on a. Revenons à nos besoins, revenons à nos valeurs, revenons à qui nous sommes vraiment à l'intérieur de nous, et c'est là qu'on commencera à avoir les réponses. Finalement, euh, la, la, la relation toxique, pour s'en remettre après, il faut déjà accepter qu'elle nous a déplumés. À la fin, on est vraiment, on s'est cramé les ailes, et c'est ok. Déjà, c'est comprendre ça, comprendre qu'il y a des émotions derrière, qu'on peut être en colère, qu'on peut être triste, qu'on peut être traumatisé. Comprendre et accepter, et que c'est ok d'avoir ce moment de faiblesse. Parce qu'en fait, c'est pas de la faiblesse, voilà, on est vulnérable à ce moment-là, et puis c'est ok. Donc accepter les émotions, et ensuite, c'est surtout ne pas être dans le déni. Parce que quand on est dans le déni, on a l'impression de passer à autre chose, sauf qu'en fait, la plaie, elle est toujours là, elle est toujours pas soignée, et elle va, à un moment, ça va péter, quoi. Il faut soigner ce truc. Donc, à un moment, une fois qu'on a accepté que la situation était telle qu'elle, on peut aller. Moi, je conseille toujours d'y aller accompagné. On prend un coach, un psy, peu importe, une personne qui puisse nous aider dans la compréhension de l'expérience. De cette manière, on va réussir, donc encore une fois, à décortiquer et à ne garder que l'apprentissage, que ce que nous pouvons changer pour ne plus attirer les relations toxiques, ou en tout cas pour y mettre un terme. Parce que généralement, quand on attire une relation toxique, on va les attirer encore et encore. Et à un moment, on va pouvoir maîtriser le moment où on arrête la relation, et où du coup on ne tombera plus dans ces relations toxiques. Ça, c'est... Et alors pour se reconstruire, donc tu reconnais l'impact, tu acceptes tes émotions, tu te reconnectes à tes besoins, et puis après c'est quoi? C'est de reprendre des décisions Oui, quand tu fais à nouveau des choix pour toi. Maintenant que tu es bien consciente que tu as des besoins, des valeurs et des désirs, c'est refaire des choix pour toi. Parce qu'en fait, dans une relation toxique, généralement, ce qui se passe, c'est que c'est l'autre qui a fait les choix du couple, de la relation, si c'est un boss, c'est pareil. Hein. De toute façon, les relations de manière générale toxiques, les décisions viennent de l'autre. Là, en revenant à ta capacité à faire des choix, ta capacité à prendre des décisions pour toi, par toi-même, à ce moment-là, du coup, tu vas commencer à te revaloriser finalement, à reprendre conscience que tu es capable de diriger ta vie et de la maîtriser et d'aller là où tu as envie d'aller. hmm. Et dans le cadre d'une séparation, comment retrouver ses repères après la séparation? Bah déjà en se rappelant justement que bon, on est la meilleure compagnie de soi-même. Donc à ce moment-là, finalement, c'est encore une fois revenir à soi, répondre à ses besoins, se faire plaisir. Pourquoi pas faire des dates avec soi-même. Finalement, c'est se traiter de la manière dont on aimerait être traité par les autres. Et là, du coup, on va revenir dans une relation à soi qui est nettement plus saine, et puis on va pouvoir passer à la suite plus facilement. Mais de toute façon, toutes les relations, dès qu'il y a une fin, l'idée c'est de comprendre pourquoi il y a cette fin. Est-ce que j'ai des apprentissages derrière? Est-ce que je peux m'améliorer dans mon comportement, dans mes actions, dans mes décisions, enfin peu importe. Est-ce que j'ai des choses que je peux améliorer, que je peux maîtriser moi? Et puis qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi davantage? Peut-être créer une routine qui fait du bien ou...
Oui, créer des moments de rendez-vous. Quand je parle de date, en fait, c'est un peu ça. C'est prendre un moment toutes les semaines ou tous les mois pour aller, je sais pas, en institut, pour prendre un bon bain, pour se concocter un bon repas ou simplement tous les jours se dire, se préparer le matin pour se sentir belle, pour se sentir bien dans sa peau et ce genre de choses. Ouais, puis se reconnecter après à ce que tu aimes, à tes passions, ou bien Ouais. retrouver tes amis. C'est ça. L'isolement, c'est pas une bonne chose, de toute façon. Donc, reconnecter avec le monde extérieur, c'est très bien. C'est nécessaire finalement pour se montrer qu'on a aussi de l'importance pour les autres, dans le monde. Et, euh, et puis, on n'est pas des personnes qui... Enfin, les humains doivent être en communauté. Donc, ça fait partie du rétablissement finalement. Alors, finalement, comment arrêter de faire semblant dans sa vie? Comment arrêter de faire semblant? Bah déjà, quand on est honnête avec soi-même, on commence à voir les écarts, euh, les moments où on joue un rôle et où on ne joue pas de rôle. Moi, c'est une période qui m'avait énormément marquée dans ma vie. C'est quand je me connaissais parfaitement à l'intérieur. Je savais qui j'étais, je savais qui je voulais être dans le monde extérieur, mais je n'arrivais pas encore à, à être la personne que je voulais être. J'avais encore ces automatismes à porter le masque et à vouloir plaire à tout le monde et tout ça. Finalement, pour réussir à enlever le masque en se sentant en sécurité, c'est de se rappeler qu'on est prioritaire dans notre vie. Enfin, on vaut autant que les autres. Puis les autres, enfin, après, il faut accepter qu'ils comprennent pas, quoi, aussi, peut-être. Oui, les autres, ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent de nous. Nous, on sait qui on est et on sait que on ne peut pas être autre chose. Et si les personnes ne comprennent pas ça, ça veut dire, enfin, si les personnes n'acceptent pas qu'on enlève le masque et qu'on soit honnête dans le monde extérieur, autant qu'on est honnête dans notre monde intérieur, finalement, ce n'est pas les bonnes personnes. Ça signifie simplement que elles sont là pour ce qu'on donne et pas pour ce qu'on est. Elles sont là pour ce qu'on fait et non pas pour ce qu'on est profondément. Et toutes les personnes, il faut comprendre ça, toutes les personnes qui sont positives dans notre vie, qui sont là pour ce qu'on est véritablement, elles vont pas nous juger, elles vont pas être méchantes envers nous-mêmes si justement on enlève le masque. Au contraire, elles vont être là en mode bravo, elles vont nous féliciter, elles vont nous encourager, nous dire ah ça y est, tu rayonnes, tu te libères, ça y est, c'est chouette de te voir comme ça. Alors que toutes les autres dont on a peur, bah, en fait elles n'ont rien à faire dans notre vie et on devrait juste les écarter. Et, et finalement, en réussissant à se projeter sur la personne, sur nous, confiante, ouais, si on réussit à se faire cette projection de nous confiante, à ressentir toutes les émotions qu'on ressent, qu'on doit ressentir en tant que personne confiante, confiance de béton et tout ça, finalement, on réussit de cette manière à enlever plus facilement le masque parce qu'on se rappelle de toutes ces émotions qui sont hyper agréables où bah, en fait on s'en fiche du jugement des autres, on s'en fiche que les personnes elles nous rejettent, on sait juste que bah, on est là, on est bien et encore une fois on est dans la confiance et l'apaisement finalement à l'intérieur de nous. Il y a tout qui s'apaise à l'intérieur de nous quand on ne porte pas de masque. Et en se rappelant et en s'accrochant sur cette projection de femme confiante, ça nous sécurise dans notre quotidien quand on sort de nos zones de confort et qu'on enlève le masque pour les premières fois et on n'est pas habitué encore aux réactions des autres. Ça, c'est un outil aussi à garder. Et est-ce qu'il ne faut pas être un peu extrême en disant, voilà, en refusant vraiment les relations toxiques
en vraiment se disant, mais c'est moi maintenant uniquement, quitte à être justement un peu extrême pour vraiment être dans le soi, vraiment, quoi. Personnellement, moi j'ai été extrême. J'ai plus toléré du tout les personnes toxiques. Et c'est pas. En fait, je pense qu'il y a les deux. Certaines personnes vont réussir à faire un entre-deux. Moi, personnellement, j'ai pas réussi. Il a fallu que je fasse. C'était tout ou rien jusqu'à ce que je réussisse à trouver le juste équilibre. Et généralement, ce que je rencontre, notamment avec mes clientes, c'est pareil. Elles expérimentent le j'ai pas du tout de limite, j'exprime toutes mes limites, je suis plus du tout tolérante. Et jusqu'à ce qu'à un moment, elles réussissent à trouver justement le juste équilibre qui est le nôtre. C'est pas l'équilibre parfait que tout le monde va avoir, c'est le nôtre en fait. Et en exprimant et en expérimentant l'un et l'autre, finalement, après, on réussit justement à trouver. Et après, si on parle des efforts, il y en a qui font beaucoup d'efforts et qui vont dire, mais pourquoi j'arrive pas à avancer malgré mes efforts? Oui. Hein, des fois, ces personnes-là, pas qu'elles manquent d'honnêteté, mais elles ont avancé à peine trop vite. Et, il manque un élément encore à déconstruire, une pensée, une injonction encore à déconstruire. Et finalement, la solution, c'est vraiment de se reconnecter à soi et de se dire, mais est-ce que ce truc-là, cet objectif-là, il est pour moi et est-ce qu'il est bien formulé? Parce que en prenant encore 5 minutes là, juste pour reposer ces bases-là, finalement on gagne le temps qu'on était en train de perdre en mode tout chousse, sans poser de questions et sans finalement réussir à avoir de véritables avancements. Et plus on se pose au moment du blocage, plus on identifie tôt que là on est en train de bloquer, plus on réussit à poser les bonnes questions au bon moment et ne pas perdre l'élan qu'on a pour avancer finalement. Mais encore une fois, c'est clarifier les choses, c'est revenir à soi, c'est poser vraiment le désir brut qui est au fond de nous pour réussir à cheminer dans la bonne direction. Et moi j'entends souvent des femmes dire comment arrêter de m'oublier, quoi. On s'oublie en tant que parent des fois. Les femmes, elles font toutes les choses de la maison avec les enfants, etc. La charge mentale. Puis après, elles s'oublient, quoi. Voilà. C'est ça. C'est un apprentissage. Encore une fois, les femmes, elles sont parfaites pour s'oublier. Elles ont l'éducation de la société qui fait que une femme, faut pas qu'elle fasse de l'ombre. Il faut qu'elle fasse passer les besoins des autres au premier plan. Tout le monde est meilleur qu'elle, alors qu'en réalité, c'est pas du tout vrai. Et puis, une femme, finalement, pour qu'elle arrête de s'oublier, elle a besoin de prendre des rendez-vous avec elle-même. On parlait de ça pour les fins de relation, mais finalement c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps la même chose, c'est reprendre ou prendre des habitudes pour se retrouver avec soi-même. C'est prendre un moment pour prendre un bain, c'est se faire des petites choses pour soi, c'est finalement s'autoriser à prendre une pause, c'est finalement s'autoriser à prendre rendez-vous dans un institut, à faire des choses qui permettent de nourrir ses désirs, sa créativité, ce genre de choses. Oui, puis c'est à nouveau de poser des limites aussi pour dire tiens, là, stop, déjà là, ça va être mon temps à moi, quoi. C'est ça, là c'est à moi, point. Les enfants, non, vous jouez à côté, là c'est à moi. Je prends même ces 10 minutes là, c'est pour moi.
Et ça, c'est compliqué à exprimer, encore plus avec des enfants. Mais c'est un entraînement. Et plus justement on est dans cette dynamique de allez, je me prends ce temps, c'est pour moi, et plus en fait on en aura besoin au fur et à mesure. Quand on a des habitudes, elles s'installent, et puis si on ne la met pas en place, ça se fait ressentir. Et c'est là où on devient grognon finalement. Oui, si tu arrives à mettre en place ces petites habitudes où tu prends du temps pour toi, c'est un cercle vertueux, tout le monde va être gagnant aussi, dans ton entourage aussi. Clairement, parce que tu te fais du bien, donc tu remplis ta jauge d'énergie avec des choses qui créent vraiment de la valeur en toi. Donc je sais pas, t'aimes peindre, tu peins. Il y en a qui font de la poterie, il y en a qui vont faire du jardinage, peu importe, ils prennent ce petit moment-là. Et puis finalement, donc ça leur fait du bien. Et après, ils sont disposés pour passer du temps avec les autres, pour être disponible pour les enfants, pour être plus à l'écoute, pour discuter avec leur conjoint, voilà. On parlait de relations toxiques, de séparation, de ne pas mettre de limites, tout ça c'est des blessures. Comment transformer ces blessures en force? Pour moi, la clé de voûte, c'est comprendre. Comprendre d'où ça vient et ce qu'on veut et qui nous sommes. Ces blessures, elles nous enseignent toujours des choses. Les expériences qui sont liées à ces blessures nous enseignent toujours des choses. Là où on peut s'améliorer, là où on a bafoué nos limites, on a bafoué notre intégrité, où est-ce qu'on peut exprimer un non, où est-ce qu'on doit recadrer, où est-ce qu'on doit se prioriser soi, où est-ce que, voilà, c'est vraiment essayer de chercher à comprendre comment s'améliorer pour la suite, comment on ferait maintenant en ayant ces apprentissages-là, éviter justement de réitérer les expériences et de renourrir à nouveau ces blessures. C'est vraiment observer ce qu'elles nous enseignent. Oui, puis des fois de dire de dire ok, j'ai eu cette expérience-là, c'est fait, et puis peut-être se l'approprier, l'intégrer, quoi. C'est ça. Parce que si on le nie, on n'intègre rien du tout, on rejette complètement l'idée que on a été blessé, que l'expérience existe. Parfois c'est même ça, on l'oublie complètement. Et à ce moment-là, on n'avance pas. On va reproduire l'expérience d'une manière ou d'une autre pour justement apprendre. Quoi qu'il arrive, plus on est dans le déni, ou en tout cas dans l'attente de comprendre la situation, et plus la situation va se reproduire. Et c'est comme ça que les spirales infernales se mettent en place. C'est que pour l'arrêter, en tout cas, il faut réussir à comprendre l'enseignement et en tirer profit plutôt que de chercher à se victimiser, même si c'est important aussi, mais voilà, réussir à rebondir par rapport à ça. C'est comme ça qu'on reprend la maîtrise de notre vie, au final. Alors si on parle maintenant de vision et de société, moi j'ai une question là, vraiment, à quoi ressemblerait une société où les femmes osent être elles-mêmes? Oh, elle serait chouette. Non mais imagine les femmes qui sont elles-mêmes, elles rayonnent, elles acceptent leur féminité, elles acceptent leur cyclicité, le fait qu'elles soient cycliques, qu'elles ne fonctionnent pas du tout de la même manière qu'un homme, et puis que c'est ok. Et qu'elles sont uniques. Qu'elles sont uniques, mais tous les êtres sont uniques, même les hommes. Mais là, vraiment, si les femmes acceptaient... Oui, mais d'arrêter de se comparer à elles aussi, quoi. À elles, aux hommes, parce que les femmes se comparent toujours aux hommes. Parce qu'on leur a appris qu'elles étaient moins bien, alors du coup elles essayent de comprendre pourquoi. Elles sont différentes. Alors qu'en fait elles sont juste différentes et elles sont complémentaires. Et ça aussi, le truc c'est que plutôt que de chercher à dire moi je veux être l'égale de l'homme, pour moi c'est pas ça. C'est vraiment comment je peux compléter le travail de l'homme. Comment je peux venir... comment je peux apporter former une équipe, quoi. C'est ça.
aussi. Et à ce moment-là, on connaît les faiblesses des hommes, on connaît les faiblesses des femmes, mais en fait, c'est pas des faiblesses, c'est juste des complémentarités. Ouais, chacun n'est pas fait pour tout faire. Enfin, Bah oui. on Et fait les choses puis, différemment. et puis finalement, c'est apprendre aussi que si on se fait aider, moi c'est un truc, c'est une vérité que j'ai eu du mal à accepter. Si on se fait aider, c'est pas qu'on est faible, c'est pas qu'on est vulnérable. Enfin, si. C'est pas qu'on est faible, c'est simplement qu'on a une zone de vulnérabilité et la vulnérabilité c'est ok. Et on n'a pas besoin d'être forte et on n'a pas besoin d'être indépendante parce que l'indépendance finalement c'est un électron libre qui fait ça et puis qui s'en fiche des autres. Moi aujourd'hui ce que je prône c'est l'autonomie. C'est on est capable de faire ce qu'on a à faire de manière, enfin tout à fait, soi-même, Parce mais que on a besoin des autres pour venir nous compléter là où on a des zones de vulnérabilité, parce qu'on n'est pas capable de tout faire. On ne doit pas tout faire. du coup, dans la société aujourd'hui, là, enfin, toi, ta vision, c'est quoi ton message et en quoi il est important? Moi aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est d'aider les femmes à prendre conscience de leur force et que en fait leurs forces, elles sont pas là où elles pensent qu'elles sont plutôt là où elles ne veulent pas les voir. À savoir, généralement, une femme, en tout cas personnellement, j'étais comme ça, c'était que toutes mes parts de faiblesse, là où j'étais pas spécialement à l'aise, finalement, c'est là où je ne voulais pas les voir. Et donc, quand je suis dans le déni ou quand je n'accepte pas quelque chose, finalement, quelque chose, c'est comme le nez au milieu de la figure, ça devient visible de tous. Et en acceptant qui nous sommes et en conduisant les femmes à accepter qui elles sont dans toutes leurs parts sombres et lumineuses, finalement, de cette manière, on réussit à exprimer ce qu'on a envie véritablement d'exprimer plutôt que, mettons, une personne qui n'accepte pas sa colère, elle va facilement rentrer dans des colères noires alors qu'elle aimerait ne pas être en colère. Mais tout simplement parce qu'elle n'accepte pas cette émotion-là. Et finalement, moins on accepte quelque chose, et plus elle s'exprime. Et là où j'essaye de sensibiliser les femmes dans leur cheminement, c'est que déjà elles sont toutes uniques, elles sont toutes incroyables, elles ont toutes quelque chose à faire dans ce monde. Et c'est hyper important donc qu'elles se connaissent à fond, déjà pour elles-mêmes, pour apporter la pierre à l'édifice, mais aussi pour les générations futures, parce que ces femmes, elles deviennent aussi pour la plupart des mères, et elles ont des choses à transmettre. Et ça, pour moi, c'est important de retrouver la maîtrise de sa vie pour pouvoir transmettre des choses qu'on a envie, plutôt que il y en a marre des héritages, il y en a marre de Sois belle et tais-toi et compagnie, donc on peut passer à autre chose. C'est ça que tu as voulu transmettre dans ton livre, Se révéler à soi? Oui, en fait, se révéler à soi, c'est l'aboutissement de différents coachings où je me rends compte que les femmes, finalement, même peu importe le parcours, peu importe la classe socio-professionnelle, etc., elles ont toujours la même problématique, c'est qui est-ce que je suis, qu'est-ce que j'apporte à ce monde et comment je m'épanouis. Et dans ces trois questions-là, finalement, on revient toujours dans un cheminement pour revenir dans son authenticité, pour se connaître, parce que qu'est-ce que j'apporte au monde? Ben, j'en sais rien. Il faut se connaître. Finalement, chaque personne, chaque être vivant doit prendre conscience de qui il est, de ses valeurs, de ses rêves, pour réussir à s'exprimer pleinement dans le monde. Et se révéler à soi, c'est ce cheminement pour retrouver son authenticité, retrouver ses désirs, sa communication intérieure, nourrir sa paix et se libérer de toute la charge mentale ou de tout ce qui tourne dans la tête continuellement pour réussir à faire un peu de place et s'écouter.
Et du coup, dans ce livre, c'est pour les femmes, j'imagine. Qu'est-ce qu'elles peuvent y trouver et à qui ça s'adresse? Alors, ce livre, effectivement, il est à destination des femmes parce que mon approche ne fonctionne pas avec les hommes. Ça, je l'ai compris. C'est ma zone de vulnérabilité. C'est ma limite. Aujourd'hui, je ne réussis pas à aider correctement les hommes, donc je cible uniquement les femmes. Voilà. Par conséquent, qu'est-ce qu'elles apprennent dans ce livre? Tout simplement les étapes pour réussir à cheminer vers leur moi profond. C'est ce que j'appelle l'être authentique. C'est finalement accepter donc les parts sombres, accepter les parts lumineuses, mais accepter aussi tous les traumas, accepter toutes les expériences. Réussir à communiquer avec son cœur, avec savoir comment sa féminité vient s'exprimer et comment on l'exprime véritablement dans notre quotidien. Et renforcer aussi notre mindset en le reprogrammant et avant tout en le déprogrammant de toutes les injonctions et compagnie. Ce livre, il permet de retrouver la maîtrise de sa vie. Il permet de trouver en soi. C'est le mode d'emploi pour se reconnecter à tout ce qui fait nos forces. Et quand tu l'as écrit, tu t'es dit comment est-ce que la lectrice va vivre en lisant? Tu as pensé à ça? Qu'est-ce qu'elle va ressentir en lisant ça? Est-ce qu'elle va avoir un cheminement spécifique? Oui, en fait, à la fois les chapitres se suivent. Enfin, moi, je l'ai écrit pour qu'il y ait un cheminement vraiment. C'est le cheminement que j'ai fait moi personnellement. Donc, ça a commencé par la reconnexion au corps. Ensuite, ça a été l'esprit. Après, c'est le cœur, le féminin, pour finalement retrouver l'être authentique. Et c'est comme ça que je l'ai écrit, c'est par étapes. Mais finalement, la femme qui va lire, elle peut aussi prendre chaque chapitre les uns après les autres et dans l'ordre qu'elle veut pour créer sa propre recette à elle. Mais là où je l'ai écrit pour qu'elle se sente soulagée déjà d'avoir Pour une fois, il y a un mode d'emploi. Il y a une mouche qui m'embête. Oui. Pour une fois, voilà, c'est l'idée d'avoir un mode d'emploi. Mais d'avoir un mode d'emploi où on peut faire les différentes étapes comme on le sent et comme on en a besoin aussi. J'ai envie qu'elle se sente soulagée, qu'elle ne se sente pas seule. Genre, elle n'est pas toute seule à avoir vécu ça. Elle ne sera pas toute seule à vivre encore ça. Mais il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des moyens qui sont assez facile à mettre en place, c'est pas des formules de mathématiques hyper complexes à mettre en place finalement. C'est des petits moments de reconnexion à soi quotidien ou en tout cas réguliers pour justement se permettre d'oser être nous-mêmes. Et pour celles qui voudraient être accompagnées par toi, là, est-ce que tu pourrais nous présenter ton accompagnement et puis nous dire comment ton offre est née? Alors mon offre est née par mon cheminement déjà et finalement en parallèle je me suis rendu compte que toutes mes clientes avaient à peu près le même cheminement. Alors on est toutes bien différentes mais finalement les étapes elles se succèdent de manière assez similaire, les thématiques en tout cas. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre de cette manière pour justement la plupart des femmes puissent y accéder facilement. Parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que pour y accéder à toute cette connaissance que j'avais, qui aide, parce que je vois le chemin, je vois les avancées de mes clientes qui est juste incroyable. Il y a un avant-après qui est assez fantastique et puis de manière très rapide. Je me suis dit, mais c'est pas juste que les femmes doivent attendre que je sois disponible pour que je leur transmette. Et donc c'est pour ça en fait que j'ai créé ce livre, que je l'ai écrit.
ça permet que je dorme, que euh, peu importe si je suis avec Lucas, que je suis en vacances, que je sois avec d'autres clientes, peu importe si je suis disponible, si je suis malade ou que sais-je, les femmes qui en ont besoin ont accès à ce savoir tout le temps. Si elles ont une insomnie, elles peuvent pas m'appeler. Donc voilà, au moins elles ont ce livre qui permet justement de réussir à cheminer par elles-mêmes. Après, ce que je conseille, c'est toujours de pouvoir poser les questions qui arrivent avec la lecture, donc via un coaching plus personnalisé. Donc là, vraiment, oui, c'est du temps avec moi. Mais elles auront déjà fait un bon bout de chemin sans avoir besoin de ma disponibilité. Et c'était ça ma problématique. Donc ça, c'est par rapport au livre, effectivement. Ouais. Et on comprend bien comment il peut être utilisé et puis lu. Et ton coaching, par contre, comment ça se passe concrètement? Quelles sont les étapes? Alors, je ne vais pas te dire qu'il y a une formule magique ou une formule toute faite. Pour l'instant, en réalité, je m'adapte au rythme de la personne. Donc finalement, en discutant avec la cliente qui va arriver avec sa problématique, on va ajuster les coachings, la période, la fréquence, et puis voir aussi, parce que entre deux clientes, elles n'auront déjà pas le même parcours, mais elles n'auront pas aussi les mêmes besoins d'aller dans la profondeur. Moi, je sais que personnellement, il a fallu que j'aille tout nettoyer, tout mon fonctionnement, il a fallu que j'y aille au microscope. Pour d'autres, ça ne sera pas aussi minutieux, il n'y aura pas besoin en fait. Donc ça s'adapte. C'est pour ça que le coaching, il n'y a pas véritablement d'offres, package, etc. Parce que ça dépend vraiment de la personne. Tu vas le personnaliser vraiment suivant les besoins. Du coup, il y a une première... comment ça se passe? Il y a un rendez-vous, il y a un appel découverte pour justement voir un petit peu de quoi on parle, savoir les attentes de la cliente, voir comment moi je peux l'accompagner. Et puis de cette manière, ça me permet aussi de lui proposer un rythme adapté et puis voir justement quelles étapes on va faire, quel délai on peut raisonnable, on peut voir des résultats aussi, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est quand est-ce qu'on va voir des résultats, pour que ça soit encourageant aussi. Et c'est comme ça que se construit du coup l'offre de coaching. Tu utilises des outils pratiques, des modules théoriques, comment ça se passe? Moi, je suis très intuitive déjà, donc la personne, je vais assez rapidement la sonder ou voir dans quelle dynamique elle est. Et puis après, effectivement, j'ai des petits exercices qui vont permettre, elle, au quotidien, de voir comment évoluer. Parce que le coaching, c'est bien, c'est à peu près une heure où on discute ensemble. Mais finalement, il faut que derrière, elle puisse repartir avec des choses à mettre en place au quotidien. Parce que c'est bien de mettre en lumière des fonctionnements ou des dysfonctionnements. Moi, je veux qu'elles aient du concret, des petits exercices, des petites choses vraiment adaptées. C'est pour ça que il n'y a pas de package. C'est que c'est très adapté à la personne. Ça va être très adapté à son quotidien, à ses problématiques et puis à ce qu'elle veut aussi. Et donc, entre ton livre et cette offre de coaching, en quoi ça se complète? Ou est-ce que c'est différent? Alors ça se complète et c'est différent, c'est que pour moi, la porte d'entrée, c'est le livre. Ça permet de mettre les bases sur ce qu'on attend, sur la construction et la déconstruction de soi, pour prendre conscience de qui on est déjà. Et après, le coaching, il vient compléter parce que, évidemment, qu'il y a des questions qui vont être soulevées, évidemment que le livre, il n'est pas écrit pour
une personne qui est vraiment très générale, donc il y a des formulations qui sont très générales, ça va pas forcément parler comment la phrase est tournée, ça va pas forcément parler à toutes. Et parfois, avec le coaching, en tournant l'idée d'une autre manière, finalement, c'est là où on se dit ah ouais, tiens, en fait, c'est pour moi aussi. Alors qu'avant, on se disait oh, c'est pas, je prends pas. Et c'est pour ça que ça vient compléter. Oui, donc ton offre, c'est vraiment un guide, enfin voilà, un passage à l'action personnalisé, quoi. C'est un guide qui... Alors le livre permet justement d'avoir le mode d'emploi qu'on personnalise soi-même. Et le coaching, ça permet d'aller encore plus en profondeur ou alors de décortiquer des choses sur lesquelles on n'arrive pas à avancer parce que on a besoin de conseils plus approfondis. Et des fois, simplement avoir une personne extérieure à notre situation permet de mettre le doigt sur quelque chose qui paraît tellement évident qu'on ne le voit même plus. Et voilà, c'est comme ça que ça vient se compléter. Alors on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que, enfin j'ai encore 2-3 questions vraiment importantes. Là, si tu devais donner un seul conseil à une femme qui t'écoute maintenant, lequel ce serait? Ose. Ose. Juste. Ose. Non, en vrai, on risque rien d'oser être nous-mêmes, on risque rien d'être heureuse, de s'épanouir et, qu'en fait on est toutes légitimes au sourire, au feu intérieur. J'allais pas dire, je voulais dire au bonheur, mais c'est pas ça finalement. C'est une étape le bonheur, mais on a tous et toutes le droit de se sentir bien dans notre vie. Et il y en a tellement qui se regardent devant le miroir et qui disent c'est qui sont totalement étrangères à elles-mêmes en se regardant. Et finalement, je trouve que c'est en se donnant les moyens de savoir qui on est, on va réellement faire un impact ou avoir un impact dans notre vie et dans la vie des autres. Et puis quand on sera sur notre lit de mort, on va dire qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est pas mal quoi. Simplement en osant être soi-même. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne absolument de cette vidéo? Ose. Non, en fait, les clés sont en nous. Toutes les réponses sont en nous et en prenant du temps pour nous écouter, en revenant à des essentiels, en se priorisant, on va réussir justement à trouver les solutions qui nous manquent, à savoir quelle est notre voie, à savoir comment et voie, que ça soit la voie toute tracée, mais aussi notre voie, comment on s'exprime dans le monde. En s'écoutant, on va trouver notre voie. Et pour toi, c'est quoi la prochaine étape de ton voyage? Pour moi, ça va être de créer une formation vidéo cette fois-ci. Parce que je me rends compte que la lecture, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Et puis j'ai encore beaucoup de choses à transmettre que j'ai pas pu transmettre par écrit. Je vais essayer de le transmettre par vidéo, différemment. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à toi.